Salut les amis et bienvenue dans une nouvelle vidéo depuis Madrid, la capitale de l'Espagne. Me voici en train de faire une promenade matinale dans la célèbre Casa de Campo. Et en fait, c'est une vidéo spéciale. Il y a quelque temps, je vous ai dit de me laisser vos questions et aujourd'hui nous allons y répondre, alors sans plus tarder, allons-y. Je suis Victor, la personne derrière la chaîne Caminante Roro. J'ai 35 ans et je viens de Madrid. Même si j'ai vécu plus longtemps, en dehors de l'Espagne qu'en Espagne, sur ces 35 années, pour très peu, un peu plus de la moitié, j'ai passé plus de temps hors d'Espagne, notamment en Belgique. Turquie, Russie bien sûr, Chili, Allemagne, Suède, toujours pour des raisons d'études ou de travail. Une question qu'on me pose souvent, c'est comment j'ai appris la langue russe et quelle a été mon expérience en l'apprenant. J'ai donc choisi de répondre à celle-ci en premier. Je vais essayer de vous faire un résumé. Pour les intéresser, et vous êtes nombreux, le plus détaillé possible. Moi, contrairement à d'autres langues, j'ai commencé le russe à 30 ans, à l'âge adulte, contrairement à d'autres langues. J'ai commencé à apprendre le russe en partant de zéro. Contrairement au français ou à l'anglais, que j'ai appris enfant, non, quand j'étais jeune gamin. Le russe a été très difficile, ça l'a été et c'est toujours très difficile. C'est une langue qui, en plus d'avoir un autre alphabet, a une grammaire. Il y a des cas verbaux. Pour un hispanophone, ça paraît un peu étrange, non? Cela dit, j'ai commencé un cours intensif de 6 mois à l'Institut Opouskine de Moscou en 2018. Et là, je suis parti de zéro et appris les bases. Alors, combien ça coûte? Je m'appelle Victor. Je ne sais pas, des choses très basiques. Quand j'ai terminé le cours, ne croyez pas que j'avais l'impression de « Ah, c'est bon, c'est bien, je sais parler russe ». Non, pas du tout. C'était un cours intensif de 20 heures par semaine. Plus ensuite les devoirs à la maison, qui prenaient un bien 10 heures de plus par semaine, par toi-même. Et franchement, c'était super frustrant. Je ne sentais pas que je faisais de progrès. Absolument pas. Même si je connaissais quelques mots, j'avais vraiment l'impression que le temps investi ne portait pas ses fruits. C'était des temps très difficiles, notamment pour apprendre le russe. Parce que, en plus de ce que je vous dis sur la frustration, il y avait aussi la nécessité d'apprendre le russe pour trouver du travail. Parce que je venais tout juste de déménager en Russie, avec l'intention d'y vivre, ce que je vous raconterai plus tard. Ça, c'était les 6 premiers mois. Et après ça, pour être honnête, j'ai fait une pause dans les cours. Et des cours, ça m'a vraiment affecté. Et j'ai décidé de me former en autodidacte. Alors je me suis acheté un livre, enfin je l'avais déjà acheté. Il me semble enfin de ce cours intensif. Si je m'en souviens, je les mettrai ici, car cela peut aider ceux qui apprennent. Depuis le début, ça pourra vous servir. C'est un grand livre qui est destiné aux débutants jusqu'au niveau intermédiaire, disons. Alors, chaque jour de cet été 2018, pendant 3 mois, de 3 à 6 mois, j'ai appris par moi-même, en s'exerçant quotidiennement, en écrivant, en révisant les bases. Les cas grammaticaux, c'est quelque chose que je vous recommande vivement. Et parce que, pour consolider ton russe, il est très important d'avoir une bonne base. Ensuite, tu peux commencer à t'exprimer plus librement en improvisant. Mais je vous recommande quand même d'avoir une bonne base, de savoir identifier les cas grammaticaux, les verbes composés et les verbes non composés. Perfectif ou imperfectif, je ne sais pas quelle est la traduction correcte en espagnol, mais celui qui apprend le russe saura de quoi je parle. C'est vraiment important, et cela m'a beaucoup aidé, j'ai remarqué un gros bond de niveau, et ce serait aux alentours de 8, 10, 12 mois, dans cet intervalle de temps depuis que j'ai commencé à apprendre le russe. Que j'ai déjà commencé à assembler les pièces du puzzle dans ma tête,
Et là, j'ai commencé à avoir plus confiance en moi. Je n'étais plus aussi gêné de parler. Enfin, plus que de la honte, parce que je m'asseyais et je ne comprenais pas la moitié des choses dans une conversation. Au final, je finissais par décrocher, complètement perdu. J'étais complètement perdu. Donc c'était vraiment désespérant, comme je l'ai dit avant. Mais une fois arrivé à cette période, petit à petit, je comprenais de plus en plus de choses. Je pouvais parler, je pouvais comprendre, je pouvais répondre. Ce qui est essentiel, surtout les Russes, sont des personnes très reconnaissantes. Quand tu fais l'effort de parler, quand tu fais des efforts, tu vois que tu fais un effort. Vraiment, ils sont super reconnaissants. Ils ne vont pas te poser de problème si tu massacres la langue ou si tu fais des erreurs de grammaire énormes. Ils vont faire de leur mieux pour te comprendre et pour t'aider, ils vont s'intéresser à toi. Et vraiment, pour eux, je ne sais pas si c'est une fierté, mais ça leur fait vraiment plaisir qu'un étranger leur parle dans leur langue. Après cette période d'apprentissage autodidacte, j'ai fait une pause dans l'étude du russe. Enfin, avant ça, j'ai obtenu le diplôme intermédiaire. Le B1, ça m'a vraiment remonté le moral. Quand même, non, après toutes ces difficultés linguistiques que j'ai vécues. Et j'ai fait une pause. J'ai fait une pause pour des raisons professionnelles et aussi des raisons personnelles. Et bon, même si j'ai fait une pause dans mes études autodidactes, j'ai continué à pratiquer le russe à la maison. J'ai continué à m'exercer un peu. Eh bien, l'écriture, qui est ce qui demande le plus d'efforts, écouter aussi la radio de temps en temps, un film russe, mais très rarement. La prochaine fois que j'ai commencé à étudier le russe, c'était dans un cours en ligne, pas aussi intensif que le premier. Je crois que c'était 4 heures de cours ou 2 heures de cours par semaine, mais pendant 9 mois. Après ça, j'ai atteint un niveau intermédiaire supérieur. Là-bas, donc, on pratiquait, c'était l'époque du Covid, toute l'éducation en ligne. Et ça, c'était en 2020, il me semble, oui. Là aussi, j'ai beaucoup progressé. Grâce aux professeurs de l'Institut Pouchkine, que je tiens ici à remercier chaleureusement. Sans eux, je n'aurais pas pu apprendre le russe comme je le connais. J'ai aussi complété cela par des cours particuliers, avec ma professeure de russe, ma première professeure de russe, mais déjà en vue de me préparer à atteindre un niveau beaucoup plus avancé, le TRKI 3, qui est déjà le niveau avancé de la langue russe pour les étrangers, comme ils l'appellent en Russie, traduit littéralement. Et je crois que j'ai obtenu ce diplôme en 2021. Ça va faire 2 ans. C'est-à-dire que si on fait le calcul, depuis 0 jusqu'au niveau avancé, mais tout juste, parce qu'en vérité, ça m'a coûté de l'obtenir avec l'écriture et tout ça. Disons que j'ai eu un 6. Un 6,5 sur 10. Eh bien, au total, je pense que j'y ai consacré environ 18 mois de cours, et ensuite par moi-même. Eh bien oui, ça doit faire environ 2 ans. Chaque personne a son propre rythme, donc ce n'est pas quelque chose qui va forcément marcher pour vous. Certains l'apprennent bien plus tôt. Il y a des gens pour qui c'est plus facile, il y a des gens pour qui c'est plus difficile. Ne désespérez pas. Ne désespérez pas si les choses ne vous réussissent pas. Ce que je veux dire, c'est que c'est une course de fond, plutôt, dans laquelle, la constance, la discipline jouent un rôle bien plus important que la vitesse. Certains seront plus compétents, d'autres moins. Mais je vous dis déjà que j'ai commencé à 30 ans, c'est-à-dire que je n'y connaissais rien, et me voilà, je continue d'apprendre. Si tu as la volonté d'apprendre, il est aussi très important d'avoir la volonté et cette capacité à te discipliner. Je pense que c'est la meilleure combinaison pour aborder la langue russe et en général n'importe quelle langue, non, mais la langue russe, qui semble plus difficile. Ce sont des éléments clés que, si tu ne les as pas, écoute, ne commence même pas à le faire. Il faut se motiver et savoir que ce sera une course de fond à tenir. Tu vas traverser de nombreuses difficultés et oublier ce que tu as étudié hier. Tu ne sauras pas conjuguer le verbe pendant des mois, mais si tu le fais chaque jour, à la fin, tu y arrives. Parole de Caminante Roro, parole de Victor. Je vous encourage à apprendre le russe. Je sais que beaucoup m'ont écrit. Et à beaucoup d'entre vous, j'ai envoyé les supports. Alors j'espère voir des résultats. Une autre question très similaire.
c'est combien de langues est-ce que je parle? Eh bien voyons, ceux qui me connaissent savent déjà que je parle, à part l'espagnol et le russe, évidemment, le français et l'anglais dans les vidéos, mais ce sont aussi les langues que je dirais que je parle. D'accord que je me débrouille, bon, dans certaines mieux que dans d'autres, mais à part l'espagnol, qui est ma langue maternelle, eh bien ce sont les langues que je parle, que je maîtrise plus ou moins et avec lesquelles je peux converser et ne pas trop me perdre. Mais j'ai aussi étudié le turc pendant 4 mois, un niveau d'initiation. J'ai aussi étudié l'allemand pendant environ 4 ou 5 mois. Et ensuite un peu de chinois. Le chinois est celui que j'ai le moins étudié, je crois que c'était 3 mois. 60 heures de cours, ce qui n'est pas énorme. Évidemment, j'ai déjà oublié ces langues, il ne me reste que très peu, quelques mots isolés, je sais à peine dire 4 phrases. Et cela montre que si tu ne gardes pas la langue vivante, tu oublies, c'est-à-dire si tu ne fais pas cet exercice de répéter tous les jours, ou au moins chaque semaine ou chaque mois, à la fin tu finis par oublier. Et bon, ce n'est pas que tout ce que tu as étudié soit complètement perdu, mais il faut être conscient que tu vas finir par l'oublier. Tu dois faire cet effort. Question suivante. Qu'est-ce que j'ai étudié? Nombreux sont ceux qui me demandent « Tu as étudié l'anthropologie? Tu as étudié l'histoire ?» Non, je n'ai étudié ni l'anthropologie ni l'histoire. J'ai fait des études en communication audiovisuelle. Et des études en économie. J'ai fait les 2 cursus en même temps, car en débutant la communication audiovisuelle, c'était comme si je me suis dit mince, ça sent l'arnaque. Cette filière, écoute, moi sincèrement, avec tout l'amour que j'ai pour les arts audiovisuels, cette filière en particulier, je parle de ma propre expérience, ne sert à rien pour absolument à rien, si nous mettons les choses en perspective. Que tu dois passer 5 ans, du moins c'est ce que j'ai dû faire, 5 ans à l'université, pour étudier des choses que tu peux apprendre par toi-même si ça t'intéresse vraiment. Donc si tu penses à étudier la communication audiovisuelle, ou même j'étendrai ça au journalisme, au moins à l'université Complutense, comme je l'ai fait. Voilà, essaye. Si c'est ta passion, essaie de trouver un travail, essaie de faire des choses. Regardez maintenant, avec YouTube, avec les réseaux, tu as plein de possibilités. En plus de la licence en audiovisuel. Et ensuite une licence en économie, j'ai aussi fait plus tard un master en commerce international. Ce qui nous amène à la question suivante qui est « Que fais-tu dans la vie ?» Eh bien, avant de vous dire ce que je fais actuellement, je peux vous résumer les métiers que j'ai exercés. Mes premiers emplois ont été, eh bien, serveur, animateur commercial en téléphonie mobile, de ceux qui sont sur un stand dans un centre commercial. Ensuite, eh bien, j'ai beaucoup travaillé comme serveur pendant mes études, comme d'habitude, pour économiser un peu d'argent, puis pouvoir partir en voyage. Voilà, j'ai travaillé sur plusieurs prestations de traiteur, jusqu'à ce que je commence à faire des stages dans des journaux. Mais bon, quoi qu'il en soit, eh bien, ça ne m'a pas vraiment convaincu. Et j'ai fait, c'est-à-dire prolonger cette carrière professionnelle dans le domaine du journalisme, et j'ai décidé de faire le master en commerce international en m'appuyant sur ma filière économie. Et au final, donc, j'ai fini par me consacrer à plusieurs choses. Par exemple, la promotion des entreprises espagnoles en Turquie, c'est pour cela que j'ai vécu en Turquie, aussi en Suède, ou aussi dans des activités liées à le développement de projets photovoltaïques d'énergie solaire. C'est ce qui m'a amené à travailler au Chili pendant 1 an. Là-bas, j'ai passé 1 an à aider une entreprise espagnole à développer et à réaliser des projets photovoltaïques. Plus tard, en arrivant en Russie, le travail que j'ai exercé le plus longtemps, environ 2 ans, a été dans la promotion du tourisme espagnol en Russie, c'est-à-dire attirer les touristes russes en Espagne.
Et bon, évidemment, j'ai dû me reconvertir un peu parce que là-bas, l'énergie solaire que j'aimais tant, pour ainsi dire. Bon, c'était un secteur où je m'amusais bien. Eh bien, et qui avait, comment dire, de l'avenir professionnel au moins pour 10 ans. En arrivant en Russie, ça a été un retour à la réalité. Évidemment, en Russie. L'énergie ne leur manque pas, et ils s'en sortent avec les hydrocarbures, avec le gaz et le pétrole. Eh bien, ça a été difficile, disons, de passer du photovoltaïque au Chili au photovoltaïque en Russie. Donc, je vous le dis, je me suis lancé. Dans cet autre secteur, dans le secteur du tourisme, et aussi, c'est ce que je fais actuellement. J'ai commencé, petit à petit, à faire des voix off. Pour des musées, par exemple, des audioguides. Si vous allez au musée de Moscou, Rosia Maya Histoire, vous avez 4 heures de ma voix qui parle des Romanov, qui parle de Staline, la révolution bolchevique. Eh bien, c'était mon premier travail de ce genre. Ensuite, j'ai aussi fait des voix off. Eh bien, pour les universités et les cours de langue, n'est-ce pas? La voix que tu entends dans les exercices de compréhension orale, c'est moi. Et actuellement, je fais du doublage. Je suis acteur de doublage, si on peut dire, de films en espagnol. Je ne sais pas combien d'entre vous s'y attendaient. Que je me consacre à ça, ce n'est pas non plus que j'ai une voix super spectaculaire, ni que je me considère comme un acteur éblouissant, mais les circonstances ont voulu ça. J'ai commencé, d'abord comme passe-temps, et en le conciliant avec d'autres emplois. En vérité, ça me plaisait aussi, j'aimais être devant le micro. Jouer, faire des voix, ou faire de la voix off. Et petit à petit, c'est devenu un métier que j'arrive à concilier avec mes voyages sur YouTube. Comme chaque fois que je dis à un ami ou à une connaissance ce que je fais dans la vie, la première question ensuite, c'est toujours « Montre-moi un truc que tu as doublé, non ?» Bon, je dois vous prévenir que j'ai commencé à faire du doublage en espagnol d'Espagne. Et maintenant, je fais aussi du doublage dans ce qu'on appelle l'espagnol latino-américain neutre, qui est une sorte d'accent qui tend vers le mexicain mais sans excès, ou alors comme quelque chose de neutre, c'est-à-dire qu'on n'entende ni l'espagnol d'Espagne avec le sequeo, ni un accent d'Amérique latine trop marqué. Donc voilà, eh bien je vais vous laisser ici quelques extraits des films que je double. Pour que vous puissiez rigoler un peu, vraiment, parce que je vous dis que c'est très... Je veux dire, ne vous attendez pas à ce que ce soit un grand studio d'enregistrement ici, que ce soit super professionnel, que je sois la voix de Sylvester Stallone ou de l'un de ces gaz-là. Donc, rien de tout ça, mais je vous le laisse quand même pour que vous puissiez rigoler un peu. Voyons. Le rôle historique du latin dans la formation et le développement de la langue française. C'est un sujet très difficile. Certainement. Dites-moi, comment l'ancien français est-il né? À l'époque de Jules César, lorsque Rome a conquis la Gaule. C'est exact. C'est exact. As-tu oublié tes comprimés ce matin? Quels sont les principes de base de la formation de la langue française au 5e siècle après Jésus-Christ? Je vous en prie. Laissez-moi passer un appel, juste un appel à ma femme. Ce n'est pas permis. C'est très important. Vous m'avez déjà entendu. Oui, j'ai tué mon frère, sans vraiment savoir pourquoi. C'est peut-être à cause de la clé USB? Pourquoi? J'ai tout le programme en tête. Quel programme? Un système d'exploitation autonome sur clé USB est très compact. L'idée venait de mon frère et moi. Je n'avais aucune raison de le tuer. Il y a toujours un mobile, Voronkov. Ce n'était pas mon cas. Demandez au capitaine Markin. Il a parlé de nouvelles pistes dans mon affaire. Il arrivera peut-être à prouver que c'était un accident. Je ne sais pas.
capitaine Markin. Oui, capitaine Markin. Il a dit qu'une preuve a été révélée. Mon Dieu, la chaleur se fait déjà sentir. Mon Dieu. Bon, voyons, une autre question liée au travail. Comment je finance mes voyages? Eh bien, avec ce que je viens de vous dire. Avec le doublage. Et puis, il y a quelques mois, à partir de janvier, la chaîne a commencé à être monétisée. De façon plus stable. Ça ne me permet pas d'en vivre, mais au moins, je peux récupérer une partie de ce que j'ai investi dans les voyages. Et ça, franchement, c'est vraiment appréciable. C'est vraiment appréciable et ça signifie que la chaîne grandit, que ça va bien. Franchement, pour une chaîne de voyage comme celle-ci, eh bien, c'est un coup de pouce pour investir davantage dans les voyages. Mais ce qui me rapporte de l'argent, ce qui me fait vivre et ce qui finance vraiment mes voyages, que bien souvent je le fais à fond perdu, ce n'est pas que j'essaie d'en tirer quelque chose ou de rentrer dans mes frais sur ce voyage. Oui, tu veux toujours récupérer, c'est évident, ça signifie que tout va bien. Mais moi, disons, je le fais un peu à fond perdu, et, eh bien, si je dois moins voyager parce que c'était une période de vache maigre, c'est comme ça. Et voilà. Mais maintenant, plus ou moins, je les finance un peu entre YouTube et ce métier de comédien de doublage. Question suivante. Pourquoi la Russie? Ou pourquoi as-tu fini en Russie? Comme beaucoup d'entre vous le savent, je suis arrivé en Russie en 2018. Cela fait déjà 5 ans que je vis là-bas. Mais bon, par étapes. Parfois, eh bien, je suis aussi venu en Espagne pour des périodes de travail ponctuelles. En ce moment, je suis aussi à Madrid, parfois pour les vacances ou le travail. Eh bien, il faut venir ici. Et je suis allé en Russie essentiellement par amour. J'ai fini là-bas par amour. Avec ma femme, je me suis marié. Ma femme actuelle et moi avons décidé de fonder une famille. Alors, je vivais au Chili, comme dit précédemment, avec le développement de projets photovoltaïques dans cette entreprise d'énergie solaire. Et donc, le moment est venu de fonder une famille, et nous avons décidé que le mieux, eh bien, c'était... Jo, le Chili est très loin, j'adore ce pays, mais depuis la Russie et l'Espagne, c'est vraiment loin. On a donc choisi un endroit en Europe, en Espagne ou en Russie, et finalement, ce fut la Russie. Question suivante. Suis-je communiste? Nombreux sont ceux qui attendent et m'ont posé la question. Aussi à cause du nom de la chaîne et des sites que je visite, n'est-ce pas? Non, les amis, je ne suis pas communiste, ne me déclare pas tel et ne veux pas propager cette idéologie. Ni je ne suis un fétichiste du communisme. Pas spécialement, non. Moi, c'est la période soviétique qui m'attire, du point de vue historique, culturel, et... n'est-ce pas, également économique. Un phénomène qui s'est produit au siècle dernier et qui a laissé un héritage considérable partout, je ne sais pas comment le dire. Certaines personnes le soutiennent encore. En Russie, cela m'a particulièrement frappé. En Russie et dans la plupart de ces anciens pays soviétiques, on peut encore voir des faucilles et des marteaux. Ça m'a vraiment frappé. On voit que ça a eu beaucoup d'importance au XXe siècle. En fait, ce sont ces deux idéologies avec le capitalisme qui se sont disputées le leadership mondial. Donc non, je ne suis pas communiste, mais ça m'intéresse, comme beaucoup d'autres choses, d'un point de vue historique, socio-culturel et économique. Et cela nous amène à la question suivante qui est « Pourquoi le nom de la chaîne Caminante Rojo ?» Si tu n'es pas communiste, pourquoi ce nom? Eh bien voyons, l'histoire... Vous ne pouvez sûrement pas l'imaginer. Quand j'étais au Chili, j'avais un collègue vénézuélien, Ronnie, qui me voyait toujours aller à pied au bureau. J'y allais toujours avec mon sac à dos et mon manteau rouge. Et un jour, il m'a dit « Hé, tu es Caminante Rojo, hein? Tu es chez le marcheur rouge, tu viens toujours avec ta veste et ton sac à dos. Rouge et tu vas au bureau à pied. » Et c'est ainsi que ce surnom m'est resté. Au bureau, on m'appelait le marcheur rouge. Et quand je réfléchissais à des noms de chaînes pour YouTube, j'étais déjà en Russie. Je me suis dit, mince, que mettre? Les voyages de Victor, c'est trop ennuyeux. Je ne sais quoi, je ne sais combien. Et je me suis dit, mince, Caminante Rojo. Et en plus, ça a ce double sens, non? Parce que je vais visiter des pays, la Russie, des pays issus de l'ex-URSS et d'autres pays de cette orbite.
Et bon, ça peut prêter à confusion, mais j'aimais bien cette idée que ça puisse prêter un peu à confusion. Et que les gens avec des préjugés disent « je ne vais pas le regarder parce que celui-là est communiste, je ne sais quoi ». Et puis qu'ils voient une vidéo, comme ça m'est déjà arrivé, que quelqu'un l'ait dit « et écoute, je t'ai regardé sans préjugés, je ne suis pas communiste ou quoi que ce soit. Et franchement, j'aime bien ton contenu, ce que tu fais. » C'est en partie pour ça que j'ai choisi le nom de Caminante Rojo. Et l'origine véritable du nom Caminante Rojo. Dans le prolongement de cela, il y a aussi la question de l'idéologie. Voyons, ceux qui connaissent bien la chaîne savent que ce n'est pas une chaîne destinée à propager une quelconque idéologie. Et du moins, ce n'est pas mon intention. Ce n'est absolument pas mon intention, je veux simplement parler de voyage, c'est une chaîne de voyage. Et si jamais, tu abordes l'histoire, il est inévitable de toucher à un certain type d'idéologie. Non, parce que, voilà, c'est de l'histoire. Mais, bordel, vous le verrez dans les vidéos et j'espère que ce sera visible. Que ce n'est pas mon intention, que mon intention est de voyager, que vous voyagiez avec moi, de vous emmener dans des endroits où les gens ne vont pas habituellement. Ce n'est pas idéologique, la chaîne est plutôt axée sur les voyages, et c'est mon intention. Je pourrais faire plein de vidéos idéologiques, et pour ça il y a déjà plein de chaînes. De la même façon que ceux qui me disent « Pourquoi tu ne pars pas avec des filles russes ?» et tout ça, non. Ce n'est pas le sujet de la chaîne. Donc si c'est ce que tu cherches, tu peux quitter la chaîne. Ce n'est pas le sujet. Une autre question. Quand as-tu commencé à t'intéresser à la Russie ? Eh bien voyons, je dirais que la Russie toujours... ça m'a toujours un peu intéressé, comme d'autres pays. Je veux dire des pays un peu exotiques, non ? Ça sonne exotique. Rien qu'en le voyant dans les films, on dirait que les Russes sont toujours les méchants. Ou qu'ils ont aussi cette réputation d'être sérieux et tout ça. Donc déjà, pour quelqu'un d'ici, pour un Espagnol comme moi. Donc, je ne sais pas, ça m'intéressait, mais ce n'était pas Bali. Ce n'était pas aller dans des lieux typiques ou touristiques comme la Thaïlande. Écoute, avec tout le respect pour eux, je suis sûr qu'ils ont beaucoup d'histoires, mais vous voyez de quoi je parle, non ? Ou, je ne sais pas, Punta Cana, ces endroits ultra touristiques bondés. Ça m'a toujours un peu attiré, et puis ça a vraiment commencé à m'intéresser quand j'ai eu la possibilité de voyager, c'est-à-dire quand j'ai commencé à avoir un salaire stable. Une autre question. Combien de temps investis-tu dans la préparation des voyages ? Est-ce que tu les prépares beaucoup ou tu pars à l'aventure ? Eh bien, honnêtement, moitié-moitié. J'aime beaucoup me préparer, ce qui est lire par exemple l'histoire. L'histoire est quelque chose qui me passionne. J'aime beaucoup lire sur l'histoire ou découvrir le pays, même si je ne lis pas un énorme pavé, au moins en connaître un minimum, ou écouter des podcasts aussi, dans lesquels on parle de certains événements qui se sont produits dans le pays. Un peu pour s'immerger, non ? Et en ce qui concerne la partie itinéraire, si pendant cette analyse préalable que je fais du pays, on mentionne des endroits qui attirent mon attention ou qui retiennent mon attention, alors oui, je me fais un itinéraire, plus ou moins. Je me dis, tiens, il faut que j'aille ici. Que j'ai aimé, qui m'intéresse, j'aimerais montrer ça, et tout ça, mais je laisse toujours un espace à l'aventure. J'aime beaucoup ça, donc... C'est vrai qu'il y a des fois où tu ne peux pas le faire, parce que tu es pressé par le temps, si tu dois prendre un avion ou un train ou quoi que ce soit. Mais il y a beaucoup de fois où j'aime garder ce temps pour, je ne sais pas, explorer un peu par moi-même. Et puis, le temps que je consacre à la préparation des voyages, ça varie. Ça varie parce qu'il y a des voyages qui durent 2 jours, et tu les prépares moins, évidemment, et puis il y a des voyages plus longs, de 8 ou 9 jours. Peut-être. Oui, tu t'y prends parfois des mois avant. Mais généralement, je ne me considère pas comme très organisée ou méticuleuse. Non, pas du tout. Ce n'a jamais été mon truc, ni pour les voyages, ni ailleurs, et c'est ce que l'expérience m'a appris. Que les plans, au final, même si tu fais beaucoup de plans, il y a toujours quelque chose qui peut les bouleverser. Et tu dois être prêt à t'adapter, à être flexible, non ? Question suivante. Quelle est ta région préférée d'Espagne ? Regardez, j'en ai 2. J'adore l'Espagne et la découvre actuellement. Je n'ai pas encore exploré tous les recoins.
J'ai beaucoup voyagé en Espagne, mais j'aimerais faire un vrai voyage à travers toute l'Espagne et parler aussi avec ses habitants. De plus près, maintenant que je suis adulte. Mais les régions que je préfère sont les Asturies et Almeria. Ce sont 2 régions opposées, pratiquement parce que l'un est très vert et l'autre est très sec. Cabo de Gata, par exemple. Quiconque y est allé comprendra pourquoi, moi, j'en suis amoureux. Ce sont des plages pratiquement vierges, il n'y a pas beaucoup de tourisme de masse, ce sont des petits villages plus ou moins petits. Et les Asturies, eh bien c'est le nord, c'est vert, c'est la fraîcheur. Il y a aussi des plages interminables, des vagues énormes, de l'eau froide. Je ne sais pas, ce sont celles que je préfère. Eh bien, si je devais y rester un moment. Ensuite, dans le prolongement de cette question, vous m'avez demandé « Et est-ce que tu feras des vidéos sur l'Espagne ?» Eh bien, j'en ai très envie, j'en ai vraiment très envie, comme je l'ai déjà dit, de découvrir un peu plus en profondeur. Et si j'emporte la caméra pour documenter tout ça, eh bien, ce serait bien. C'est vrai. Pendant que j'ai été ici en Espagne, j'ai même fait des plans, je me suis renseigné sur des endroits où je veux aller. Mais pour l'instant, je n'ai pas commencé. Je ne me suis pas encore lancé. Mais j'ai effectivement certains endroits où j'adorerais aller filmer, pour raconter un peu d'histoire, découvrir leur culture, leurs traditions, la nourriture, bref, eh bien, j'ai vécu ici la moitié de ma vie. Et il me semble que c'est essentiel que chacun connaisse son propre pays, non? Plus en profondeur. Donc oui. Pour ma part, pour ce qui me concerne, j'adorerais faire des vidéos en Espagne. Certains d'entre vous me demandent si j'ai eu peur ou si j'ai peur, et la vérité c'est que oui. Au final, la peur était quelque chose auquel tu es confronté pendant que tu voyages, soit à cause de certaines situations, soit parce que tu te fais des idées pour une raison ou une autre. Tu as un mauvais pressentiment ou autre chose du genre, qui peut être dans ton imagination ou peut être réel. Donc oui, évidemment, pendant mes voyages, je dois affronter ce sentiment. Une autre question, dans combien de pays as-tu vécu? Même si je l'ai mentionné un peu plus tôt, au début, eh bien, j'ai vécu en Belgique, j'ai vécu en Turquie, où j'ai vécu pendant 7 mois. En Suède, j'y ai vécu 5 mois. En Allemagne, j'ai vécu un an. Au Chili, j'ai vécu une autre année, puis en Russie. Ça fait un peu plus de 5 ans maintenant. D'accord? Et avec ça, je pense qu'on pourrait conclure la vidéo, parce que déjà, je vais fondre sous ce soleil de plomb. De Madrid, nous avons une vague de chaleur aujourd'hui. Eh bien, j'espère avoir répondu à ces questions que vous aviez. Et voilà, on se retrouve lors des prochains voyages. Mais avant cela, je tiens bien sûr à vous remercier d'être là, de l'autre côté de l'écran, à soutenir les vidéos, à commenter. Vous savez que je vous lis et je vous réponds aussi généralement par mail personnel. Et comme je l'ai dit, on se revoit bientôt. Prenez bien soin de vous. Salut!